Salut tout le monde, c'est Samar et bienvenue sur GoDevOps. Donc aujourd'hui, on commence une nouvelle série où on va découvrir Podman avec une approche pratique. Donc on commence avec la première vidéo. Cette série, elle suppose que vous connaissez déjà les bases des conteneurs. J'ai déjà réalisé une série complète sur la containerisation. Donc ici, l'objectif n'est pas de refaire la théorie des conteneurs, mais de vraiment se concentrer directement sur Podman. Commençons déjà par comprendre ce qu'est réellement Podman. Donc Podman, c'est un moteur de conteneurs et son rôle, c'est de télécharger des images, de créer des conteneurs, d'exécuter des processus et de gérer des applis containerisées sur votre machine. Une des caractéristiques importantes de Podman, c'est qu'il fonctionne sans daemon. Contrairement à Docker, Podman n'utilise pas un service central qui tourne en permanence en arrière-plan. Et c'est vraiment Podman qui lance et qui gère les conteneurs. Une autre fonctionnalité très importante, ce sont les conteneurs rootless. Donc on peut exécuter des conteneurs avec un utilisateur classique sans avoir besoin des privilèges root en permanence. Et c'est vraiment un avantage en sécurité. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Podman est devenu très populaire dans les environnements Linux et en entreprise. Et si vous connaissez déjà Docker, vous allez rapidement remarquer que les commandes Podman sont très similaires aux commandes Docker. Maintenant qu'on a ce contexte, passons à un cas concret. Donc imaginez que vous avez rapidement besoin d'un serveur web pour faire des tests ou pour un développement local ou pour du débogage ou pour reproduire un problème sur votre machine. Donc au lieu d'installer manuellement des paquets, configurer des services et modifier le système hôte, avec Podman, on peut démarrer un serveur web en quelques secondes. Mais le plus important ici, ce n'est pas seulement d'exécuter ce conteneur. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre ce que fait Podman en arrière-plan pour nous. Commençons donc avec une seule commande, la commande podman run. On met notre image. Maintenant, regardons ce qui vient de se passer. Donc, l'image n'était pas déjà présente sur la machine. Donc, Podman l'a automatiquement téléchargée depuis le registre. Donc ici, on voit chaque couche qui était téléchargée séparément. Donc, on attend cette phase de téléchargement des couches de l'image. Et là, on a le conteneur qui a été créé et qui a démarré immédiatement. Maintenant, vérifions que le conteneur est bien en cours d'exécution avec la commande podman ps. Donc ici, on peut clairement voir que le conteneur est bien actif, que l'image qui a été utilisée est celle qu'on a mis dans notre commande podman run et que le mapping de port est bien configuré. Maintenant, vérifions si le serveur web est accessible depuis la machine hôte avec une commande curl. On met le port. Donc là, c'est bien le cas. Donc maintenant, si on ouvre un navigateur et qu'on met localhost donc, on peut voir la page par défaut du serveur Apache qui fonctionne ici correctement à l'intérieur de notre conteneur. Et honnêtement, c'est souvent à ce moment-là qu'on commence vraiment à comprendre la puissance des conteneurs, parce qu'avec une seule commande, Podman a téléchargé une image, a créé un conteneur, a configuré le réseau, a démarré le processus du serveur web et a exposé le service directement sur la machine hôte. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a toujours pas vu comment tout cela fonctionne réellement en interne. Donc maintenant, on va analyser cette commande de Podman Run étape par étape pour comprendre précisément ce que Podman a fait derrière les coulisses.
Donc commençons avec la première partie de la commande, donc Podman Run. Et le rôle de Podman Run est simple, il permet de créer et de démarrer un nouveau conteneur. Mais en réalité, plusieurs étapes se déclenchent automatiquement en arrière-plan avant que le conteneur soit réellement utilisable. Donc c'est un peu comme si on appuyait sur un bouton de démarrage d'un ordinateur. Donc de l'extérieur, ça semble être une seule action, mais en interne, le matériel s'initialise, le service démarre, les processus se lancent, le réseau se configure et plusieurs couches s'activent avant d'arriver au bureau système. Donc Podman fonctionne exactement sur cette logique. Donc il commence par résoudre le nom de l'image. Ensuite, si l'image n'existe pas en local, il la récupère depuis un registre. Puis il crée le conteneur, configure le réseau et enfin lance le processus principal à l'intérieur. Donc tout cela se fait automatiquement à partir d'une seule commande, la commande Podman Run. Regardons maintenant l'image utilisée dans notre commande. Donc on peut la découper en trois parties, donc le registre, le namespace et le nom de l'image. Donc le registre, il correspond à l'endroit où les images elles sont stockées. Le namespace, il sert à organiser les images et HTTPD, simplement, c'est le nom de l'image elle-même. Passons à une option très importante maintenant, c'est l'option D et elle signifie le mode détaché. Pour comprendre, exécutons un Podman Run sans cette option. Donc on va faire un Podman Run avec la même image. Donc ici, on remarque que le terminal est directement connecté au processus du conteneur. Donc on ne récupère pas la main sur le terminal car la session est attachée à l'application en cours d'exécution. Donc on l'arrête avec un CTRL-C et on retrouve immédiatement notre shell, notre terminal. Et maintenant avec l'option D, donc on refait notre commande en Podman Run avec la même image. Donc ici, le conteneur est lancé en arrière-plan. Donc le terminal est immédiatement libéré à la création du conteneur. Et le conteneur, il continue de tourner indépendamment en background. Donc notre shell reste disponible pour d'autres commandes qu'on veut faire. Un dernier point essentiel, c'est le mapping de port. Donc ici, le conteneur exécute un service sur le port 80, un service HTTP. Mais on sait déjà que les conteneurs sont isolés du réseau de la machine hôte. Donc par défaut, l'extérieur ne peut pas accéder directement à leur port. Et ce que fait donc notre option, c'est créer une correspondance entre le port 8080 sur la machine hôte et le port 80 dans le conteneur. Ainsi, quand on accède à localhost 8080, le trafic est redirigé vers le port 80 du conteneur. Et sans ce mapping, le service serait bien actif, mais totalement inaccessible depuis l'extérieur. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que tout a été clair. Sinon, dans la prochaine, on va voir comment gérer, inspecter et débugger les conteneurs dans des cas réels. Sinon, si la série vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve dans la prochaine.